Le château de Sainte-Marguerite scintillait sous le soleil provençal. 300 invités élégants sirotaient du champagne millésimé entre les colonnes de marbre blanc, tandis que des arrangements d'orchidées parfumaient l'air tiède de cette fin d'après-midi de juin. Margot observait cette splendeur depuis la table 12. À 28 ans, ingénieure diplômée de Centrale Paris, elle se retrouvait assise avec les enfants de la famille. « Margot, regarde mon coloriage !» gazouilla sa petite cousine Chloé en agitant ses crayons. « Maman dit que tu n'as toujours pas trouvé de mari, c'est pour ça qu'on est ensemble. » Le rouge monta aux joues de Margot. Autour d'elle, 3 bambins de moins de 10 ans gribouillaient joyeusement sur leur set de table, tandis qu'un adolescent boutonneux fixait obstinément son smartphone. À quelques mètres, la table d'honneur rayonnait de sophistication. Céleste, sa sœur cadette de 25 ans, resplendissait dans sa robe Vera Wang, au bras de Julien en smoking sur mesure. « Au moins, vous avez une jolie robe », murmura gentiment Chloé en effleurant la robe noire toute simple que Margot avait dénichée en solde aux Galeries Lafayette. Les félicitations affluaient vers Céleste. L'influenceuse mode aux 200 000 abonnés récoltait compliments et embrassades, tandis que Julien, brillant avocat associé dans le cabinet de leur père, affichait un sourire de circonstance. « Cette pauvre Margot mange encore seule », avait soupiré grand-mère Henriette ce matin même. 28 ans et toujours célibataire. Heureusement que Céleste sauve l'honneur de notre famille. Le serveur déposa devant Margot le menu enfant. Nuggets dorés et frites croustillantes. À la table principale, les convives dégustaient délicatement du saumon fumé, accompagné de Saint-Jacques poêlé. « Pourquoi vous semblez triste ?» s'inquiéta Chloé, en remarquant l'expression de Margot. 28 années d'humiliation feutrée défilaient dans sa mémoire. Les comparaisons incessantes, les « pourquoi ne peux-tu pas ressembler à ta sœur ?» qui résonnaient encore douloureusement. Son téléphone vibra discrètement. Un message de son directeur. « Félicitations pour votre promotion au poste d'ingénieur senior. Vous l'avez amplement mérité. » L'ironie était cruelle. Le jour de sa plus belle reconnaissance professionnelle, elle dînait parmi les gamins. Soudain, Julien quitta précipitamment la table d'honneur, consultant nerveusement son portable. Étrange comportement pour un homme qui épousait soi-disant l'amour de sa vie. Il disparut vers les jardins à la française, téléphone collé à l'oreille. Margot le suivit instinctivement, intriguée par son attitude suspecte. « Oui, mon amour, je sais que c'est difficile. » Non, elle ne soupçonne absolument rien. Après notre voyage de noces, nous trouverons une solution. Moi aussi, je t'aime, Amélie. Amélie, sa meilleure amie depuis leurs années d'université. Celle qui l'avait consolée après chaque rupture douloureuse, qui connaissait tous ses secrets les plus intimes. Le sang de Margot se glaça dans ses veines. Julien raccrocha brusquement, se retourna et l'aperçut. Son visage devint livide. « Margot, ce n'est absolument pas ce que vous imaginez. » Mais ses yeux affolés confirmèrent l'impensable. Tout était atrocement vrai. Margot recula vers le château, tremblante. Dans quelques instants, Céleste prononcerait son discours d'amour devant 300 invités. Pour la première fois de son existence, Margot détenait un secret explosif. La question cruciale demeurait. Aurait-elle enfin le courage de l'utiliser ? Margot regagna sa place à la table des enfants, le cœur battant la chamade. Les mots de Julien résonnaient encore cruellement. « Moi aussi je t'aime, Amélie. » Sa meilleure amie depuis 10 ans. Celle qui l'avait aidée à choisir sa robe pour ce maudit mariage. « Tata Margot, vous êtes toute pâle !» s'exclama Chloé en abandonnant ses crayons. « Vous voulez un peu de mon orangina ?»« Merci ma chérie, ça va aller. » mentit Margot en caressant distraitement les cheveux bouclés de sa cousine. À la table d'honneur, Céleste riait aux éclats, radieuse dans sa robe de princesse. Julien était revenu, affichant un sourire parfait, mais Margot remarquait maintenant ses gestes nerveux, la façon dont il évitait le regard de sa future épouse, ses doigts qui pianotaient anxieusement sur la nappe brodée. Comment avait-elle pu être si aveugle ? Les indices étaient pourtant là depuis des mois. Amélie qui annulait leur déjeuner à la dernière minute. « Désolée chérie, un rendez-vous professionnel imprévu. » Julien qui connaissait étrangement bien les goûts de son amie. « Amélie adorera ce restaurant. Elle m'en a parlé. » Leurs regards complices lors des dîners familiaux. Margot sortit discrètement son téléphone et ouvrit WhatsApp. Le dernier message d'Amélie datait de ce matin. « Désolée ma belle.
Impossible de venir au mariage. Une urgence familiale. Embrasse Céleste pour moi. Mensonge. Amélie était fille unique et orpheline depuis l'adolescence. L'orchestre entama une valse viennoise. Les couples gagnèrent la piste de danse, tandis que les enfants applaudissaient. Margot observa sa sœur valser dans les bras de son futur époux, leurs mouvements parfaitement synchronisés devant les 300 invités émerveillés. Que d'années Céleste avait-elle passé à la rabaisser? Ma pauvre sœur, cette ratée, avait-elle lancé tout à l'heure en la voyant s'installer à la table des enfants. Le rire cristallin qui accompagnait toujours ces petites cruautés. Les comparaisons incessantes devant la famille. Margot travaille si dur, mais regardez comme je suis épanouie, moi. Grand-mère Henriette s'approcha de leur table, élégante dans son tailleur Chanel violet. Ma petite Margot, j'espère que tu prends exemple sur ta sœur. Regarde comme elle est rayonnante. Un mari parfait, une carrière qui marche, et bientôt des petits-enfants. À ton âge, tu devrais t'y mettre sérieusement. J'ai obtenu une promotion aujourd'hui, grand-mère. Ingénieur senior chez Bouygues Construction. Et c'est bien, ma chérie. Mais enfin, ce n'est pas cela qui te donnera une famille. Henriette s'éloigna vers la table des notables, laissant Margot seule avec sa frustration grandissante. Même ses succès professionnels étaient minimisés. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Julien. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi près de la fontaine dans 10 minutes. Margot hésita. Que pourrait-il bien lui dire? Qu'il était désolé? Qu'elle devait se taire pour le bonheur de Céleste? Ou pire, qu'il comptait sur sa discrétion légendaire? Elle regarda autour d'elle. Les convives sirotaient leur coupe de champagne, admirant les jardins illuminés de 1000 guirlandes dorées. L'ambiance était feutrée, romantique, parfaite. Dans 1 heure, Céleste prendrait le microphone pour son traditionnel discours de remerciement, ce moment solennel où elle remercierait tous ceux qui avaient rendu possible cette journée magique. Margot pensa aux photos qui seraient prises, aux vidéos qui circuleraient sur les réseaux sociaux. Mariage de perfection, amour éternel, Julien et Céleste. Tout était minutieusement préparé pour créer l'illusion parfaite. Mais elle, Margot, détenait la vérité. Pour la première fois de sa vie, elle avait un pouvoir sur sa sœur, un pouvoir terrifiant. « Tata Margot, où vous allez ?» demanda Chloé en la voyant se lever. « Nulle part, ma puce. Je reviens tout de suite. » Margot se dirigea vers la fontaine, le cœur lourd d'une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Derrière elle, l'orchestre jouait un air mélancolique qui semblait accompagner ses pas incertains. La vérité attendait dans l'ombre, et avec elle, la possibilité de tout changer. La fontaine de marbre blanc trônait au centre du jardin, illuminée par des projecteurs dorés qui faisaient danser les reflets sur l'eau. Julien attendait déjà, nerveux, tirant compulsivement sur ses boutons de manchette. « Margot, merci d'être venue. Il faut absolument que tu m'écoutes. » « Écoutez quoi? Tes mensonges, » répliqua-t-elle d'une voix tremblante qu'elle ne se connaissait pas. Julien passa une main agitée dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Tu ne comprends pas. Avec Amélie, c'est compliqué. Nous nous sommes retrouvés il y a quelques mois. Les sentiments étaient toujours là. Quelques mois, le mariage était déjà prévu. Je sais, explosa-t-il. Crois-tu que c'est facile pour moi? Céleste est formidable, mais ce n'est pas de l'amour. Pas celui que je ressens pour Amélie. Margot le dévisagea, abasourdie. Alors pourquoi l'épouser? Pourquoi cette mascarade? Nos familles, nos carrières. Ton père m'a pris comme associé. Céleste a lancé sa marque de bijoux grâce à mes contacts. Tout est imbriqué. Si j'annule maintenant, tu ruines ta précieuse réputation, cracha Margot avec un mépris qu'elle n'avait jamais exprimé. Et Céleste aussi, tu crois qu'elle mérite ça? D'être humiliée devant 300 personnes? Mais elle mérite de vivre dans le mensonge? Julien la saisit par les épaules. Margot, je t'en supplie, toi qui as toujours été discrète, loyale, laisse-nous le temps. Après le voyage de noces, nous trouverons une solution en douceur. Un divorce à l'amiable dans quelques années. Personne ne sera blessé. Personne sauf Céleste, qui aura gâché les plus belles années de sa vie. Elle s'en remettra. Elle est forte. Mais si tu parles maintenant, c'est l'explosion immédiate. Sa réputation, sa carrière, sa confiance en elle, tout sera détruit. Margot se dégagea brutalement. Et Amélie?
Ma meilleure amie qui me ment depuis des mois? Qui me console quand je pleure sur mes échecs sentimentaux alors qu'elle vit une passion cachée? Elle souffre aussi, elle t'aime énormément, mais elle m'aime moins que votre petite histoire sordide. Un silence pesant s'installa. Au loin, l'orchestre jouait toujours, et les rires des invités résonnaient joyeusement. Ce décor idyllique contrastait cruellement avec la conversation qui se déroulait près de la fontaine. « Qu'est-ce que tu veux, Margot ?» demanda finalement Julien d'une voix lasse. La question la frappa comme une gifle. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Protéger sa sœur? Se venger de toutes ces années d'humiliation? Punir Amélie pour sa trahison? Ou simplement, pour une fois dans sa vie, ne pas être celle qui encaisse en silence? Je ne sais pas, avoua-t-elle sincèrement. Alors ne fais rien. Laisse cette journée se dérouler. Tu auras le temps de réfléchir. Ils revinrent vers le château en silence. La réception battait son plein. Les convives, légèrement éméchés par le champagne, applaudissaient chaleureusement les photos des mariés prises par le photographe professionnel. Margot regagna sa place à la table des enfants. Chloé dormait sur sa chaise, épuisée par les émotions de la journée. Les autres enfants grignotaient distraitement leur dessert en regardant défiler les images du mariage sur l'écran géant installé pour l'occasion. Soudain, Céleste se leva, rayonnante, et prit le microphone que lui tendait l'animateur. « Mes chers amis, ma chère famille », commença-t-elle d'une voix cristalline qui portait dans tout le jardin. « Cette journée est la plus belle de ma vie. » Les applaudissements fusèrent. Margot sentit son estomac se nouer. « Je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible ce moment magique. Mes parents adorés, mes amis fidèles. » Son regard balaya l'assemblée et s'arrêta sur Margot. « Et même ma chère sœur Margot, assise là-bas à la table des enfants. Ma pauvre sœur, cette ratée qui ne trouvera jamais l'amour. » Un rire général accompagna cette remarque cruelle. Céleste continua, savourant visiblement son petit effet. « Heureusement, moi j'ai trouvé l'homme parfait. Julien, mon amour éternel. » À cet instant précis, quelque chose se brisa définitivement en Margot. Elle se leva lentement, tous les regards convergent vers elle. « Moi aussi, » dit-elle d'une voix claire qui surprit tout le monde. « J'ai quelque chose à dire sur l'amour. » Un silence glacial tomba sur l'assemblée. 300 regards se braquèrent sur Margot, debout près de la table des enfants, tremblante mais déterminée. Céleste, microphone en main, affichait un sourire figé, visiblement agacée par cette interruption impromptue. « Margot, ma chérie, ce n'est vraiment pas le moment, » lança-t-elle avec ce ton condescendant qu'elle maîtrisait si bien. « Nous parlons d'amour véritable ici. »« Justement, » répliqua Margot d'une voix qui portait désormais dans tout le jardin. « Parlons d'amour véritable. » Elle s'avança lentement vers l'estrade, chaque pas résonnant sur le gravier. Les invités échangeaient des regards perplexes. Que faisait donc la sœur ratée? Julien était livide, les mains crispées sur sa serviette de table. « Excusez-moi, » dit Margot en tendant la main vers le microphone. Céleste, surprise, le lui céda instinctivement. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Margot, la sœur de la mariée. Celle qui, effectivement, mange seule à la table des enfants depuis 28 ans. » Quelques rires nerveux fusèrent dans l'assistance. Grand-mère Henriette fronçait les sourcils, visiblement contrariée. « Ma sœur a raison sur un point. Je ne connais pas grand-chose à l'amour éternel. Mais j'ai appris quelque chose d'important sur la vérité. Et puisque nous célébrons l'union de deux êtres qui s'aiment sincèrement... » Elle fit une pause, son regard croisant celui de Julien. Il secouait imperceptiblement la tête, suppliant. « Je pense que vous méritez tous de connaître la vérité sur cet amour. » Margot sortit son téléphone. D'un geste sûr, elle activa la fonction partage d'écran. L'écran géant, qui diffusait encore les photos du mariage, changea soudainement d'affichage. « Éteignez-le !» hurla Céleste, comprenant instantanément le danger. Mais il était trop tard. Sur l'écran apparurent des captures d'écran de conversations WhatsApp. Des messages entre Julien et Amélie, datés d'hier soir. Julien. « Demain à 7 heures, je serai officiellement mariée. Mais mon cœur t'appartient. » Amélie. « C'est de la folie, mon amour. J'ai mal pour elle. » Julien. « Après le voyage de noces, nous trouverons une solution. Je ne peux plus vivre sans toi. » Amélie. « Margot me demande toujours pourquoi je refuse ses invitations.
Si elle savait... Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Céleste était devenue livide, fixant l'écran comme hypnotisée. Julien s'était levé d'un bond, tentant désespérément de rejoindre le technicien qui gérait la sonorisation. Mais d'autres messages apparurent, plus intimes, plus dévastateurs. Amélie. Tu lui fais l'amour en pensant à moi? Julien. Je ferme les yeux et c'est ton visage que je vois. Toujours. Amélie. Vivement que cette mascarade se termine. Margot sera détruite quand elle l'apprendra. Julien. Elle ne l'apprendra jamais. Tu la connais, elle encaisse tout en silence. Arrêtez! Cria Céleste, en se précipitant vers l'écran. Mais ses talons se prirent dans sa traîne somptueuse, et elle s'effondra gracieusement sur la pelouse, sa robe de princesse étalée autour d'elle, comme un nuage blanc souillé. Le dernier message était le plus cruel. Amélie, cette pauvre Margot, toujours à essayer d'exister. Au moins, notre secret lui donne enfin une utilité. Être témoin de notre amour. Margot éteignit son téléphone. L'écran redevint noir. Le silence était assourdissant. 300 personnes pétrifiées contemplaient ce désastre en direct. Céleste sanglotait sur la pelouse, sa couronne de diamants de travers. Julien avait disparu, probablement fui vers le parking. Les parents des mariés se regardaient, atterrés. « Voilà », dit simplement Margot dans le microphone. C'était ça, l'amour véritable dont parlait ma sœur. Elle reposa délicatement le micro sur l'estrade et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, l'orchestre avait cessé de jouer. Seuls résonnaient les sanglots de Céleste et les murmures choqués des invités. Au passage, elle effleura les cheveux de la petite Chloé, qui la regardait avec des yeux écarquillés. « Tata Margot, où vous allez ? » « Nulle part de spécial, ma puce. Mais pour la première fois de ma vie, j'y vais la tête haute. » Grand-mère Henriette l'interpella d'une voix tremblante. « Margot, comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Margot se retourna une dernière fois vers sa famille, vers ce monde qui l'avait toujours rejeté. Très facilement, grand-mère. Il suffisait d'arrêter d'avoir peur. Elle quitta le château de Sainte-Marguerite, tandis que derrière elle, le plus beau mariage de l'année explosait en 1000 morceaux. Pour la première fois de sa vie, Margot souriait vraiment. Mais elle ne savait pas encore que sa vraie épreuve ne faisait que commencer. 3 semaines après le désastre de Sainte-Marguerite, Margot contemplait son reflet dans le miroir de sa salle de bain parisienne. Les cernes violacées sous ses yeux témoignaient de nuits sans sommeil, hantées par les images de cette soirée qui avait tout changé. Son téléphone affichait 92 appels manqués. Elle l'avait éteint depuis des jours. La sonnerie de l'interphone résonna brutalement dans le silence de son studio du 11e arrondissement. Margot sursauta. Depuis le scandale, elle ne recevait plus que des journalistes avides de détails croustillants et des membres de sa famille venus lui reprocher sa trahison. « Margot ? C'est Alexandre Rousseau, du Figaro. Nous nous sommes brièvement parlé au téléphone hier. » Elle hésita. Ce journaliste semblait différent des autres. Moins agressif, plus respectueux. Il enquêtait sur les « revenge stories » modernes et leur impact sur les réseaux sociaux. « Je ne souhaite plus parler à la presse », répondit-elle dans l'interphone. « Je comprends parfaitement. Mais je ne viens pas en tant que journaliste. Plutôt comme quelqu'un qui s'intéresse à votre histoire sous un autre angle. 5 minutes, je vous en prie. » Quelque chose dans sa voix la décida. Elle appuya sur le bouton d'ouverture. Alexandre Rousseau était un homme de 35 ans environ, aux cheveux châtains légèrement ébouriffés et aux yeux verts bienveillants. Il portait un jean délavé et une veste de tweed qui lui donnait un air d'intellectuel décontracté. « Merci de me recevoir », dit-il en entrant dans le petit appartement. « Je sais que vous traversez une période difficile. »« Difficile ?» répéta Margot avec un rire amer. « Ma sœur a fait une dépression nerveuse. Mes parents ne me parlent plus. J'ai perdu mon emploi. Mon directeur a estimé que le scandale médiatique nuisait à l'image de l'entreprise. Et ma meilleure amie a disparu de la circulation. Oui, on peut dire que c'est difficile. » Alexandre s'installa dans le fauteuil qu'elle lui désignait, sortant un carnet de notes froissé. « Et vous ? Comment vous sentez-vous » La question la surprit. Personne ne la lui avait posée depuis 3 semaines. Épuisée, coupable, libérée, terrifiée, tout à la fois. Elle marqua une pause. « Vous savez, j'ai passé 28 ans à encaisser en silence. Et le jour où j'ai enfin parlé,
J'ai détruit la vie de ma sœur. Vous pensez vraiment avoir détruit sa vie? Ou lui avoir évité de vivre dans le mensonge pendant des années? Margot le dévisagea. Vous justifiez ce que j'ai fait? Je ne justifie rien. Je réfléchis. Julien l'aurait quitté un jour ou l'autre. Amélie aurait continué à vous mentir. Votre sœur aurait découvert la vérité tôt ou tard. Mais peut-être après avoir eu des enfants, investi sa vie entière dans cette relation. Les gens ne voient pas les choses ainsi. Sur les réseaux sociaux, je suis soit une héroïne qui a sauvé sa sœur, soit une garce jalouse qui a tout détruit par vengeance. Alexandre referma son carnet. Et vous, que pensez-vous vraiment? Je pense que... Margot chercha ses mots. Je pense que j'ai agi avec mes tripes, pas avec ma tête. Pour la première fois de ma vie, j'ai cessé de réfléchir aux conséquences. Et maintenant, je vis avec. Vous regrettez? Je regrette la façon dont je l'ai fait, devant 300 personnes. J'aurais pu parler à Céleste en privé. Mais est-ce que je regrette qu'elle connaisse la vérité? Non. Alexandre se leva, rangeant son carnet dans sa veste. J'aimerais vous proposer quelque chose. Je travaille sur un projet. Un blog où les gens racontent leurs histoires de trahison, de manipulation, de reconstruction, des témoignages anonymes qui pourraient aider d'autres personnes dans votre situation. Vous voulez que je raconte mon histoire? Je veux que vous m'aidiez à créer un espace pour toutes ces histoires. Vous avez reçu combien de messages depuis 3 semaines? Des centaines. Des femmes qui me remercient d'avoir eu le courage qu'elles n'ont pas eu. Des hommes qui me racontent leur propre trahison. Des jeunes qui vivent la même chose avec leur famille. Voilà. Ces gens ont besoin d'être entendus. Et vous avez besoin de donner un sens à ce qui vous est arrivé. Margot réfléchit. Depuis des semaines, elle se morfondait dans son appartement, ressassant sa culpabilité. Peut-être était-il temps de transformer cette douleur en quelque chose d'utile. Comment s'appellerait ce blog? Vérité cachée. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la première fois depuis 3 semaines, Margot esquissa un sourire. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Dehors, Paris s'animait sous un ciel gris d'octobre. Margot observa les passants pressés sur l'avenue, chacun portant probablement ses propres secrets, ses propres blessures. Peut-être était-il temps d'apprendre à transformer la douleur en force. Et peut-être qu'Alexandre Rousseau était exactement la personne qui pouvait l'aider à y parvenir. 2 mois après le lancement du blog Vérité cachée, Margot découvrait une nouvelle version d'elle-même. Assise dans le petit café de Montmartre, qu'Alexandre et elle avaient transformé en bureau improvisé, elle relisait les témoignages qui affluaient quotidiennement. 50 000 visiteurs uniques le mois dernier, 300 histoires publiées, une communauté solidaire qui grandissait chaque jour. « Regardez celui-ci », dit Alexandre en poussant son ordinateur portable vers elle. Une femme de Bordeaux qui a découvert que son mari avait une double vie depuis 15 ans. Elle dit que votre histoire lui a donné le courage de le confronter. Margot sourit en lisant le témoignage. Ces moments-là compensaient les nuits d'insomnie et les regards accusateurs qu'elle croisait encore parfois dans la rue. Son téléphone vibra. Le nom de sa mère s'affichait à l'écran. Première fois en 2 mois. « Margot, il faut que tu viennes. Immédiatement. » La voix de Catherine tremblait d'une émotion qu'elle peinait à identifier. « Maman, que se passe-t-il? Céleste va bien? » « Ce n'est pas Céleste. C'est à propos de toi, de ton passé. Viens à la maison, maintenant. » L'appartement familial de Neuilly-sur-Seine n'avait pas changé. Même meubles anciens, même odeur de cire d'abeille et de lavande. Mais l'atmosphère était tendue. Son père, Philippe, arpentait le salon nerveusement. Sa mère était assise dans le canapé Louis XVI, tenant une enveloppe jaunâtre entre ses mains tremblantes. « Assieds-toi, ma chérie, » dit Catherine d'une voix étrangement douce. Margot obéit, intriguée. Ses parents ne l'avaient pas appelée « ma chérie » depuis l'enfance. « Nous avons quelque chose à te révéler. Quelque chose que nous aurions dû te dire il y a longtemps. » Philippe s'arrêta de marcher et regarda sa femme. « Catherine, es-tu certaine que c'est le bon moment? » « Il n'y aura jamais de bon moment, Philippe. Et après ce qui s'est passé au mariage, après tout ce qu'elle a vécu, elle mérite de savoir. » Margot sentit son cœur s'accélérer. « Savoir quoi ?» Catherine ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents officiels, des photos jaunies, des lettres manuscrites. « Tu n'es pas notre fille biologique, Margot. Tu as été adoptée quand tu avais 6 mois.
Le monde s'effondra autour d'elle. Les mots résonnaient sans qu'elle parvienne à les saisir vraiment. Adoptée ? Mais... Céleste ? Céleste est notre fille biologique. Nous l'avons eue 3 ans après ton adoption. Margot fixa les documents étalés sur la table basse. Certificat d'adoption, photo d'elle bébé avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas, lettre d'une certaine Isabelle adressée à ses parents adoptifs. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Philippe s'assit lourdement dans son fauteuil. Nous voulions te protéger. Tu étais si petite, si fragile. Et puis Céleste est arrivée et vous avez eu votre vraie fille, termina Margot d'une voix blanche. Ce n'est pas ça, protesta Catherine. Tu es notre fille autant qu'elle. Vraiment ? Alors pourquoi cette différence de traitement ? Pourquoi ai-je toujours senti que je n'étais pas à ma place ? Un silence pesant s'installa. La vérité était là, cruelle et évidente. Céleste le sait, murmura Philippe. Quoi ? Elle l'a découvert il y a 10 ans. Elle fouillait dans nos affaires pour un exposé sur la généalogie familiale. Nous lui avons fait promettre de ne rien dire. Margot encaissa le coup comme une gifle. 10 ans. Céleste savait depuis 10 ans et avait continué à la rabaisser, à l'humilier, en connaissance de cause. Voilà pourquoi elle m'appelait la ratée. Elle savait que je n'étais pas vraiment votre fille. Catherine tendit la main vers elle. « Margot, ma chérie, ne me touchez pas !» explosa-t-elle en se levant d'un bond. « Vous m'avez menti pendant 28 ans. Et elle a utilisé ce secret pour me détruire psychologiquement. » Elle ramassa les documents, les photos, les lettres. Au dos de l'une d'elles, une adresse à Montpellier. Isabelle Moreau, sa mère biologique. Où est-elle ? Isabelle ? Nous n'avons plus de contact avec elle depuis ton adoption, avoua Catherine. Mais la dernière adresse que nous avions... Margot fourra les papiers dans son sac. J'aurais dû m'en douter. Tout s'explique maintenant. Votre préférence pour Céleste, ma place à la table des enfants, votre indifférence face à mes succès. « Margot, attends !» cria Philippe alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Attendez quoi ? Que vous me mentiez encore pendant 28 ans ?» Elle claqua la porte derrière elle, laissant ses parents adoptifs dans leur salon bourgeois avec le poids de leurs mensonges. Dans la rue, elle appela Alexandre. « J'ai besoin de vous. Il faut que je parte pour Montpellier. » Maintenant, que s'est-il passé ? Je viens de découvrir que toute ma vie était un mensonge, et que ma sœur le savait depuis des années. Un silence, puis la voix rassurante d'Alexandre. « J'arrive. On prend ma voiture. » Margot leva les yeux vers l'appartement familial. À la fenêtre, elle aperçut la silhouette de sa mère adoptive qui l'observait. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait enfin pourquoi elle s'était toujours sentie étrangère dans sa propre famille. La vérité avait un goût amer, mais elle préférait encore cela au mensonge doré de son enfance. Le train TGV filait vers Montpellier sous un ciel d'automne chargé de nuages. Margot fixait le paysage qui défilait, les documents de son adoption étalés sur la tablette devant elle. Alexandre, assis en face, respectait son silence, se contentant de lui tendre un café de temps en temps. « Isabelle Moreau », murmura Margot en relisant pour la 10e fois les lettres manuscrites. « Artiste peintre. 22 ans quand elle m'a abandonnée. » « Elle ne vous a pas abandonné, » corrigea doucement Alexandre. « Elle vous a confié à une famille qui pouvait vous offrir ce qu'elle ne pouvait pas donner. » Margot leva les yeux vers lui. « Comment pouvez-vous en être si sûre ? Parce que j'ai lu ces lettres par-dessus votre épaule. Cette femme vous aimait. Chaque mot le prouve. » À Montpellier, l'adresse les mena dans le quartier des Beaux-Arts, face à un petit atelier d'artistes au volet bleu délavé. Une plaque en cuivre indiquait « Isabelle Moreau, atelier de peinture ». Margot hésita sur le seuil. Et si cette femme ne voulait pas la voir ? Et si elle était déçue de la fille qu'elle était devenue ? Alexandre lui prit la main. « Vous n'êtes pas obligé. »« Si, j'ai besoin de savoir. » Elle sonna. Des pas légers résonnèrent. Puis la porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants ramassés en chignon bohème. Ses yeux verts, les mêmes que ceux de Margot, s'écarquillèrent. « Mon Dieu ! Margot ? Bonjour, maman. » Isabelle fondit en larmes et la serra contre elle avec une intensité qui surprit Margot. Cette étreinte avait un goût d'enfance perdue, de tendresse jamais reçue. L'atelier embaumait la peinture à l'huile et la térébenthine. Des toiles s'entassaient partout,
représentant principalement des portraits de femmes. Sur le chevalet trônait une œuvre inachevée, le visage d'une jeune femme brune aux yeux verts. « C'est vous » murmura Isabelle, en suivant le regard de Margot. « Je vous peins depuis 28 ans. D'abord d'imagination, puis grâce aux photos que j'arrivais parfois à glaner sur les réseaux sociaux. Vous me surveillez ? Je m'assurais que vous alliez bien. Vos diplômes, votre travail. J'étais si fière. » Alexandre restait discrètement en retrait, laissant mère et fille apprivoiser ses retrouvailles. « Pourquoi ne m'avez-vous pas gardée ?» Isabelle s'assit lourdement sur un tabouret taché de peinture. « J'avais 22 ans. Pas de famille, pas d'argent. Votre père était marié. Il a refusé de vous reconnaître. J'ai vécu dans ma voiture pendant ma grossesse. Quand vous êtes née, sa voix se brisa. Vous étiez si belle, si parfaite. Je vous ai gardé 3 mois dans un studio insalubre. Vous pleuriez sans cesse, vous étiez malade. J'ai compris que je vous tuais à petit feu. Alors vous m'avez abandonnée. Alors je vous ai sauvée, explosa Isabelle. Catherine et Philippe étaient des gens bien. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vous élever. De l'argent, une grande maison, de l'amour. De l'amour, répéta Margot amèrement. Ils m'ont toujours préféré Céleste. J'ai passé ma vie à mendier leur affection. Le visage d'Isabelle se durcit. Que voulez-vous dire ? Margot lui raconta tout. Les humiliations, les comparaisons, la table des enfants, le mariage, la révélation sur l'adoption que Céleste connaissait depuis des années. Cette petite garce, siffla Isabelle entre ses dents. Comment a-t-elle osé ? Vous la connaissez ? Je vous ai observé grandir de loin. J'ai vu comme elle vous traitait. Mais j'espérais que vos parents sauraient corriger cela. Un silence pesant s'installa. Margot observait cette femme qui lui avait donné la vie, cet artiste bohème qu'il avait aimé suffisamment pour la confier à d'autres. « J'ai gâché votre vie », murmura Isabelle. « Non », répondit Margot avec une conviction qui la surprit elle-même. « Vous m'avez donné la vie 2 fois, une fois en me mettant au monde, une autre en me confiant à une famille qui m'a permis de faire des études, d'avoir une carrière. Mais vous avez souffert ? Oui. Mais cette souffrance m'a aussi rendue forte. Et maintenant, j'aide d'autres personnes à traverser la leur. » Alexandre s'approcha. Margot anime un blog qui aide les victimes de manipulation familiale. Votre fille est devenue quelqu'un d'extraordinaire. Isabelle sourit à travers ses larmes. Je le sais, je lis Vérité cachée depuis le premier jour. Margot la dévisagea, stupéfaite. Vous savez ? Margot 28, sur les commentaires. C'est moi. J'ai reconnu votre style, votre sensibilité. J'étais si fière de voir que vous transformiez votre douleur en aide pour les autres. Dehors, le soleil perçait enfin les nuages. Margot regarda cette femme qui l'avait portée, cet artiste qu'il avait aimé assez pour la laisser partir, et comprit quelque chose d'essentiel. Elle avait passé 28 ans à chercher l'amour de parents adoptifs qui ne pouvaient pas l'aimer comme leur propre fille. Mais l'amour véritable, inconditionnel, celui d'une mère qui l'observait grandir en silence, avait toujours été là. Puis-je revenir vous voir ? Ma porte vous sera toujours ouverte, ma chérie. Sur le chemin du retour, Alexandre lui prit la main. Comment vous sentez-vous ? Complète, répondit Margot. Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. 6 mois après sa rencontre avec Isabelle, Margot recevait un appel qu'elle n'attendait plus. Philippe, son père adoptif, la voix brisée par l'émotion. Margot, Céleste a fait une tentative de suicide hier soir. Elle est à l'hôpital américain de Neuilly. Elle demande à te voir. Le trajet en métro jusqu'à Neuilly sembla interminable. Alexandre l'accompagnait, silencieux, comprenant que ce moment lui appartenait entièrement. Dans la chambre 217, Céleste gisait sur le lit d'hôpital, pâle et amaigrie, perfusée au bras gauche. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, pendaient tristement sur ses épaules. En voyant Margot, elle fondit en larmes. « Je suis désolée, tellement désolée. » Margot s'assit sur la chaise près du lit. « Comment te sens-tu ? » Vide, honteuse. Depuis le mariage, je n'arrive plus à me regarder dans un miroir. Céleste leva vers sa sœur des yeux rougis par les pleurs. « Tu avais raison de révéler la vérité. J'aurais vécu un mensonge pendant des années.
Ce n'est pas pour cela que je l'ai fait, avoua Margot doucement. Je l'ai fait par colère, par vengeance. Peu importe tes motivations, tu m'as sauvée. Et moi, sa voix se brisa. Moi, je t'ai détruite pendant des années en connaissant ton secret. Un long silence s'installa entre les deux sœurs. Margot observait cette femme qu'elle avait admirée et haïe tour à tour. Cette petite fille gâtée devenue une adulte brisée. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Pour l'adoption? Céleste ferma les yeux. Parce que j'avais peur. Peur que tu deviennes encore plus forte que moi si tu savais la vérité. Peur que papa et maman réalisent qu'ils t'aimaient autant que moi. J'étais jalouse de ton intelligence, de ta détermination. Alors j'ai utilisé le seul avantage que j'avais, être leur vraie fille. Tu m'as fait du mal pendant des années. Je sais, et je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je regrette tout. Margot regarda sa sœur, cette femme fragile qui avait perdu son vernis de perfection. Pour la première fois, elle voyait Céleste telle qu'elle était vraiment. Une jeune femme terrorisée par l'idée de ne pas être aimée. Vérité cachée reçoit maintenant 1000 témoignages par mois, dit Margot calmement. Des histoires de manipulation, de chantage affectif, de rivalité fraternelle. Tu sais ce que j'ai appris? Céleste secoua la tête. Que nous sommes tous des blessés qui blessent les autres. Que derrière chaque bourreau se cache souvent une victime. Tu me pardonnes? Margot réfléchit longuement. Le pardon n'était pas l'oubli, ni la négation de la souffrance endurée. C'était le choix de ne plus porter cette charge, de ne plus laisser le passé empoisonner l'avenir. Je te pardonne, Céleste, mais à une condition. Laquelle? Que tu te soignes vraiment. Que tu ailles voir un psychologue. Que tu apprennes à t'aimer sans avoir besoin d'écraser les autres. Céleste hocha la tête, les larmes aux yeux. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Blanchard. Thérapie individuelle et familiale. Papa et maman viennent aussi. Comment vont-ils? Ils réalisent enfin leurs erreurs. Papa dit qu'il regrette de ne pas t'avoir soutenu davantage. Maman pleure tous les soirs en regardant tes photos d'enfance. Margot sentit une étrange paix l'envahir. Pas le bonheur, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. Et toi? Que vas-tu faire maintenant? Recommencer. Différemment. J'ai fermé mes réseaux sociaux. Je veux apprendre un vrai métier, pas juste paraître parfaite. Céleste hésita. Et toi? Avec Alexandre? Pour la première fois depuis longtemps, Margot sourit vraiment. Il m'a demandé en mariage la semaine dernière. Et j'ai dit que j'avais besoin de temps, que je voulais d'abord me reconstruire entièrement, être complète avant de m'engager. Il a accepté. Il a dit qu'il m'attendrait le temps qu'il faudrait, que les plus belles histoires d'amour étaient celles où on choisissait de s'aimer tous les jours. Céleste sourit faiblement. Il a l'air bien. Il l'est. En quittant l'hôpital, Margot croisa ses parents adoptifs dans le couloir. Catherine se jeta dans ses bras. « Ma chérie, nous sommes tellement désolés. »« Je sais, maman. Nous avons tous fait des erreurs. » Philippe, les larmes aux yeux, murmura. « Nous t'aimons, Margot. Nous t'avons toujours aimé. Nous avons juste mal su le montrer. Nous allons apprendre, » répondit Margot en les serrant contre elle. « Nous avons le temps d'apprendre. » Dehors, Alexandre l'attendait près de sa voiture. Comment ça s'est passé? Bien. Douloureusement bien. Elle lui prit la main. Rentrons. J'ai une histoire à écrire pour le blog. Laquelle? Celle du pardon. La plus difficile de toutes. Le soleil de juin caressait les oliviers centenaires, tandis que 50 invités, triés sur le volet, se rassemblaient dans le jardin bohème d'Isabelle. Pas de château, pas de faste. Juste l'authenticité d'un amour vrai sous la voûte parfumée des jasmins en fleurs. Margot, dans une robe simple en lin blanc brodée de fils dorés, marchait vers Alexandre au bras d'Isabelle. Sa mère biologique rayonnait de fierté, ses cheveux grisonnants couronnés d'un diadème de lavande fraîche. « Vous êtes magnifique, ma chérie », murmura Isabelle en déposant un baiser sur sa joue. Dans l'assistance, Catherine et Philippe applaudissaient, les larmes aux yeux. 2 années de thérapie familiale avaient cicatrisé bien des blessures. À leur côté, Céleste, cheveux courts, visage apaisé, alliance discrète à la main gauche, souriait sincèrement. Son nouveau mari, Thomas, professeur de philosophie rencontré en thérapie de groupe, lui tenait tendrement la main. « Tu es prête ?» demanda Alexandre,
radieux dans son costume de lin beige. « Plus que jamais, » répondit Margot. Le maire de Montpellier, ami d'Isabelle, ouvrit la cérémonie avec simplicité. Nous célébrons aujourd'hui l'union de deux êtres qui ont choisi de transformer leurs blessures en force, leur solitude en partage. Dans le public, Margot reconnut plusieurs visages familiers. Julie de Bordeaux, venue spécialement remercier celle qui l'avait aidée à quitter son mari menteur. Marc, ancien cadre parisien qui avait reconstruit sa vie après avoir découvert la double existence de sa femme. Sylvie, grand-mère de 70 ans qui avait trouvé le courage de dénoncer les manipulations de ses propres enfants. Tous témoins de cette révolution silencieuse qu'était devenue vérité cachée. « Margot, » dit Alexandre en prenant ses mains, « tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas l'absence de cicatrices, mais la beauté de les porter ensemble. Veux-tu être ma femme, ma complice, ma meilleure amie pour toujours ? Alexandre, tu m'as montré qu'on peut écrire une nouvelle histoire sans effacer les chapitres douloureux. Que l'amour, c'est choisir de grandir côte à côte. Oui, je veux être ta femme. » Les alliances échangées étaient gravées d'une phrase simple. Ensemble, plus fort. Après les félicitations, Margot s'approcha du petit groupe formé par sa famille recomposée. Céleste la serra contre elle. « Merci, » murmura sa sœur, « pour tout. Merci à toi d'avoir eu le courage de changer. » Catherine, émue, tendit à Margot une enveloppe ancienne. « Nous avons retrouvé cela dans les affaires de grand-mère Henriette. Elle nous avait demandé de te le donner quand tu serais heureuse. » À l'intérieur, un bijou délicat, la broche art déco d'Henriette, accompagnée d'un mot de sa main tremblante. « Pour Margot, ma petite fille de cœur, que tu brilles enfin de ta propre lumière. » Les larmes aux yeux, Margot épingla la broche sur sa robe. Le photographe, non pas un professionnel froid, mais Marc, leur ami du blog devenu portraitiste, immortalisa cet instant. Pas de pose figée, des rires authentiques, des étreintes sincères, des regards complices. En fin d'après-midi, Alexandre et Margot se retrouvèrent seuls sous la tonnelle de glycine. Dans ses mains, elle tenait une tablette affichant les dernières statistiques de leur blog. 500 000 visiteurs mensuels, 2000 témoignages publiés, 15 groupes de soutien créés à travers la France. « Tu te rends compte ?» dit-elle, émerveillée. « Notre histoire personnelle aide des milliers de personnes. Notre histoire continue, » répondit Alexandre en la prenant dans ses bras. « Et elle sera belle. » Au moment où le soleil se couchait sur Montpellier, Margot repensa à cette soirée de juin, 2 ans plus tôt, où elle s'était levée de la table des enfants pour révéler la vérité. Cette femme brisée et humiliée lui semblait aujourd'hui une étrangère. Elle avait appris que la vengeance n'apporte qu'une satisfaction éphémère, mais que la vérité, elle, libère pour toujours. Que l'amour ne se mendie pas, il se construit. Que la famille n'est pas seulement celle du sang, mais celle du cœur. Dans le jardin d'Isabelle, entourée de tous ceux qui l'aimaient vraiment, Margot sourit. Pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être, enfin chez elle.